Je suis Alix Martin, ancienne notaire et aujourd'hui agent immobilier. Bienvenue sur Bientôt chez moi, le podcast qui simplifie l'immobilier. Que vous soyez vendeur en recherche d'un bien ou que le sujet vous intéresse, vous êtes au bon endroit. Depuis le tout premier épisode de ce podcast, je vous dis que la première étape lorsque vous avez un projet immobilier, c'est de définir votre budget. C'est ce que vous allez pouvoir injecter à titre personnel de vos économies et ce que vous allez pouvoir emprunter à la banque. Dans cet épisode, je vous parle du financement d'un projet immobilier. Je ne vous parlerai pas ici de stratégie d'investissement, d'autres professionnels seront bien plus à même à vous conseiller sur ce sujet que moi. Aujourd'hui, je vous explique juste les bases du financement de votre projet. Alors tout d'abord, regardons dans votre porte-monnaie. 4 €, c'est tout ce que vous avez ? Allons voir un peu plus loin dans votre épargne. Ce que vous financerez vous-même s'appelle l'apport personnel. Cet apport personnel, il peut provenir de votre épargne, donc de vos salaires, de votre patrimoine, de vos investissements, de vos placements en bourse, etc. Je fais une parenthèse qui rejoint mon épisode sur l'achat en couple. Si vous achetez seul, aucun problème de preuve sur la propriété des fonds. Par contre, si vous achetez à 2 ou à plusieurs, attention à garder une trace de votre apport. Si vous êtes marié, et notamment sous un régime de communauté de biens, alors l'argent qui provient de vos salaires respectifs seront communs. Donc peu importe si l'un de vous gagne plus que l'autre, l'argent sur le compte bancaire sera la propriété des deux époux à part égale, 50-50. Donc si vous apportez une somme dans l'achat immobilier qui va provenir de vos salaires, ces fonds y seront communs. Ce qui n'est pas le cas dans un mariage avec un régime de séparation de biens, ou un PACS, sous le même régime de la séparation. Je vous le précise parce que des fois, quand ça se passe mal lors d'un divorce et qu'on rediscute avec les gens, qu'on leur explique que le bien il a été acheté 50-50, ils me disent non, moi j'ai apporté plus parce que j'ai toujours plus gagné, j'ai toujours plus remboursé le prêt, j'avais fait un apport plus important, etc. Et non, parce que ce n'est pas parce que vous aviez un salaire plus important pendant votre mariage que vous avez financé plus. Tout était commun. Donc vraiment, faites attention sous le régime de la communauté, de comment vous voyez les choses. Allez, je reviens à l'apport personnel. Il peut vous avoir été donné par un membre de votre famille, vos parents, vos grands-parents, votre tante, etc., qui veulent vous aider à démarrer dans votre vie d'adulte. Et si c'est le cas, vous avez beaucoup de chance. Cette somme d'argent, vous allez pouvoir l'utiliser pour votre apport personnel. Et c'est intéressant, ce sera noté dans l'acte que ça provient d'une donation d'un proche. Pour finir, l'apport personnel peut venir d'une somme que vous avez reçue suite au décès d'un proche dans une succession. Dans le cas d'une donation ou d'une succession, l'argent reçu vous reste propre, peu importe le régime de votre mariage. Même si vous êtes marié sous le régime de la communauté, les biens de famille restent propres à l'époux qui les reçoit. Donc dans le cas d'un divorce ou d'une succession, il y aura dans l'acte d'achat une trace de la provenance de ces fonds et vous récupérerez le montant investi. J'ai simplifié un petit peu ici la règle. Il y a des précisions un petit peu plus complexes. Donc si jamais vous êtes dans ce genre de situation, n'hésitez pas à me contacter pour que je vous réponde personnellement. Le montant de votre apport personnel, il doit être réfléchi avant même l'offre d'achat que vous ferez sur un bien. Car dans l'offre d'achat, vous devez indiquer le montant du prêt dont vous aurez besoin et ces valeurs seront reprises dans le compromis de vente comme base pour votre banque pour vous attribuer un prêt. Donc votre dossier de financement, il doit déjà être prêt lorsque vous recherchez des biens à acheter. Je vous le répète, le budget, c'est la base de tout projet. Voyons maintenant l'étape du prêt bancaire. Je vous le conseillais dans un épisode précédent, faire appel à un courtier peut être très judicieux dans votre projet. Le rôle du courtier, c'est d'effectuer un bilan patrimonial de votre situation. Il saura vous poser les bonnes questions et vous donner les bons conseils pour obtenir un prêt dans les meilleures conditions. Que vous passiez par un courtier ou directement par une banque, la clé du succès, c'est un dossier et un projet clair et bien préparé. Nous sommes en 2024 dans une situation compliquée au sein des banques qui n'accordent plus aussi facilement des prêts qu'avant, donc il est nécessaire que votre dossier y soit impeccable. Ce jour-là, je veux que vous vous mettiez dans la peau d'un entrepreneur qui vend son projet. Vous allez donner toute votre énergie, toute votre motivation pour prouver à ce banquier en face de vous que vous méritez d'obtenir un prêt dans des bonnes conditions. Vous allez avoir un humain en face de vous et il faut qu'il ait confiance en vous et en vos capacités financières. Les banques vont regarder vos revenus, votre patrimoine, votre épargne, mais surtout votre habitude bancaire. Qu'est-ce que j'entends par attitude bancaire ? C'est la manière dont vous gérez vos comptes. Est-ce que vous êtes souvent à découvert ?
Est-ce que vous arrivez souvent à épargner? Est-ce qu'il vous arrive de parier à des jeux d'argent en ligne? En gros, est-ce que vous êtes un bon citoyen bancaire ou non? Si vous avez eu des mauvaises habitudes au cours des derniers mois avant votre achat, essayez de retourner la balance avant d'aller voir votre banquier. Donc on arrête les paris sur BetClick, on arrête le découvert de 300 € parce qu'on a oublié de remettre un petit peu de sous avant que le salaire tombe. Enfin voilà, on fait attention à ces détails qui vont être importants pour les banques. Vous allez donc voir votre courtier ou votre banquier avant vos recherches de biens. Il va vous délivrer une attestation ou un accord de principe pour votre prêt. À partir de là, vous saurez combien sera votre rapport personnel et de combien sera votre prêt. Vous avez trouvé le bien qui vous correspond et vous avez signé un compromis de vente. Vous envoyez ce compromis de vente à votre banquier. Se lance alors toute la procédure d'obtention du prêt. À chaque étape et à chaque démarche que vous faites, envoyez un mail à votre notaire et à votre agent immobilier pour les tenir informés de l'avancée du dossier. Le but, c'est de rassurer votre vendeur qui attend que votre prêt soit accepté pour que la vente se fasse. Donc surtout, même s'il y a des difficultés qui apparaissent, ne les cachez pas. Soyez sincère et transparent sur la situation. Le nombre de fois où j'ai vu des acheteurs qui essayaient de cacher la réalité, je peux vous dire que ça faisait qu'empirer les relations avec un vendeur qui du coup sera beaucoup moins patient que s'il avait su la vérité. Ça peut arriver à tout le monde d'avoir un retard dans l'obtention de son prêt. Mais par contre, le délai de la condition suspensive d'obtention du prêt, elle continue à tourner. Donc si la date elle est dépassée et que vous avez rien dit, la vente elle tombe, vous avez tout perdu. Alors que si on avait pu discuter à l'amiable, peut-être que le vendeur aurait accepté d'accorder un délai supplémentaire pour que vous obteniez votre prêt. Je le répète, lorsque vous avez signé un compromis, il est indiqué une condition suspensive d'obtention d'un prêt. Si vous obtenez votre prêt, la condition se réalise et la vente peut avoir lieu. Mais si vous avez un refus de votre banque, la condition suspensive n'est pas réalisée et la vente s'arrête sans conséquences financières pour aucune des deux parties. Et ça, c'est une vraie protection pour vous en soi. La condition suspensive, en règle générale, elle est encadrée dans un délai de 2 mois après la signature du compromis. Vous avez donc 2 mois pour obtenir une offre de prêt et non pas seulement un accord de principe de votre banque. Ce n'est pas la même chose. Les clients, ils se trompent parfois. Mais l'accord de principe, c'est que la première étape. La banque, elle va effectuer encore d'autres démarches auprès de vous avant de vous délivrer l'offre de prêt finale. Donc attention parce que ça va très très vite 2 mois avec toutes les démarches qu'il faut faire. Donc dès que vous avez le compromis signé, vous enclenchez auprès des banques et là il faut que ça déroule. Et s'il faut être derrière votre banquier tous les jours pour que ça avance, vous êtes derrière lui tous les jours pour que ça avance. Parce que vraiment dans les dossiers, la chose qui pose le plus problème en termes de retard, ce sont les banques et les prêts. Une fois que vous avez reçu votre offre de prêt, vous aurez 10 jours de réflexion. Ce délai, il est incompressible. Vous ne pouvez pas accepter l'offre avant la fin de ces 10 jours. Une fois que les 10 jours sont passés, vous pouvez signer et accepter l'offre de prêt. Et la banque pourra après, dans un délai d'environ 1 semaine, débloquer vos fonds pour les verser sur le compte du notaire. Le notaire, il vous aura d'ailleurs fait parvenir un décompte final de ce que vous devez, entre les frais de notaire, la commission d'agence, le prorata, du paiement de la taxe foncière, des charges de copropriété, etc. C'est ce décompte que vous allez transmettre à votre banque pour qu'il reverse ensuite les fonds au notaire. Je vous fais un rapide topo sur les différents prêts que vous pouvez avoir. Alors, il y a d'abord le prêt relais, qui est un prêt de courte durée, mais dont le taux est élevé. Il s'agit d'un prêt que l'on vous accorde en attendant que vous vendiez un bien dont vous êtes propriétaire. En gros, vous êtes propriétaire d'un bien qui vaut 300 000 €. La banque va vous prêter 300 000 €. Une fois que vous aurez revendu le bien dont vous êtes propriétaire dans un délai de 2 ans, vous allez pouvoir rembourser la banque avec le prix de vente, auquel il faudra rajouter les intérêts, qui vont être assez importants du coup, puisque c'est un prêt de courte durée. Nous avons ensuite les prêts classiques. Alors là, les durées sont plus longues. Ça peut être 15, 20 ans, 25 ans, avec des taux qui sont différents selon les durées. En termes de garantie, il y a 2 garanties différentes. Soit le prêt il va être garanti par une caution, c'est-à-dire un tiers, par exemple un établissement bancaire ou bien un membre de votre famille, qui devra rembourser si jamais vous ne pouvez plus le faire. Soit le prêt il est garanti par une hypothèque. Cela signifie que vous mettez un bien en garantie pour cet achat. Un autre bien dont vous êtes propriétaire ou le bien de quelqu'un d'autre, la maison de vos parents par exemple. Si vous ne remboursez plus, le bien pourra être saisi pour rembourser le prêt. Je termine sur cet épisode qui concernait le financement d'un achat immobilier.
J'espère qu'il vous aura permis d'avoir une vision globale de ce que c'est que le financement, que ce soit l'apport personnel ou les prêts. On se retrouve dans 2 semaines pour un tout nouvel épisode du podcast Bientôt chez moi. En attendant, je vous invite à noter ce podcast, à le partager et à venir me voir sur mes réseaux sociaux, TikTok, Instagram et je viens de créer ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à venir y faire un tour. Bientôt du contenu qui va sortir dessus et je vous dis à très bientôt sur Bientôt chez moi.